So welcome everyone. Welcome to our members community meeting for June. This meeting will be, or I should say presentation will be delivered bilingually. We'll get to that in just a moment. Donc merci à tout le monde qui est venu pour la communauté des membres, notre réunion de juin. Oui. Voici notre communauté, votre comité de membres. Moi, je m'appelle Susan Kinley-Side. Je suis avec Carl, Eric et Claudia de organiser ces rencontres. Welcome to everyone. This is our members committee that organizes these meetings, your newsletter, etc. If you have any information, if you have any suggestions, if you have any questions, feel free to send a mail to information@ibc-bsc.ca. On est sur l'outil de GoToWebinar. Ça veut dire que votre voix, on l'entend pas. On n'a pas le choix d'audio. Donc, si vous avez une question, vous pouvez peser sur le bouton « Lever la main ». Sinon, vous avez la boîte pour des questions. Il faut juste écrire une question, puis on va avoir une période à la fin de la présentation pour répondre aux questions. So if you didn't catch that, we're using GoToWebinar. If you've never used GoToWebinar before, you are on mute. We will not be able to hear your voice, but you're welcome to hit the raise hand button if you have a question, or if you would like to type your question into the question box. We will have a question period at the end of the presentation. Au Building Smart Canada, on est rendu à 277 membres. On a le programme d'affiliation ou affilié, puis on fait de l'avance avec ça aussi, donc on commence à couvrir tout le pays pour bâtir un réseau national d'excellence pour l'environnement bâti du Canada. So in Building Smart Canada, we have 277 members now. We also have our affiliate program that is growing as we speak and is making progress of covering all of the country to build a national network of excellence for Canada's built environment. On a organisé cette année les rencontres mensuelles avec des thèmes de semestre. On a fini le premier semestre vers un mandat national pour le MDB au Canada. On est dans le deuxième semestre de OpenBIM en profondeur. Et puis, troisième semestre, ça va être l'adoption et l'implantation de la MDB au Canada. So we're dividing our meetings into 3 themes. First semester, which is completed towards a national BIM mandate for Canada. Second semester, Open BIM in depth, which is where we are now. And third semester will be BIM adoption and implementation in Canada. We do have a survey on Open BIM use in Canada if you'd like to participate. Si vous voulez participer au sondage sur le Open BIM au Canada, voici le lien. It's very important for us to get good information, good data back on this so we know what to be working on that will help you the best. In our education committee, dans notre comité d'éducation, we have 5 work groups that are about to be launched. Nous avons 5 groupes de travail qui vont être lancés bientôt. If you would like to take the survey or be involved, I see the link is down below. This presentation will be shared at the end. Cette présentation va être partagée à la fin si vous voulez prendre le lien avec ça.
Aujourd'hui, on est très content d'avoir Monsieur Pierre Mit de Medi Construct en France. Medi Construct, c'est aussi le chapitre BIM, excuse-moi, le chapitre Building Smart du langage français, en fait, basé en France. Donc, Pierre, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Today we have Mr. Pierre Mit from France under the organization Medi Construct, which is the home of the Building Smart French or Building Smart French-speaking chapter. Okay, so I'm just going to switch presentations here. This is experimental, so please bear with us. I will be translating simultaneously every slide. And so, can everybody see my screen at this time? Voyez-vous la présentation, Monsieur Pierre? Oui. Okay. Pierre, je vois bien, oui. Okay. C'est bon. So, as I said, well, I'll be translating, and Pierre will be, of course, giving the presentation. Pierre, vous pouvez débuter. Ok. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette réunion. Donc, mon propos va être un petit peu de vous présenter où est-ce qu'en est la France sur le sujet du BIM et comment surtout la France a décidé d'appréhender et de se mettre en marche pour aller dans ce sens de l'évolution de la mise en place du BIM. So today's presentation is around how France is tackling moving towards BIM and putting in place a strategy to support this transition. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les acteurs du monde du bâtiment ont une conviction, c'est que il faut prendre la direction du BIM. Alors, certains ont choisi des modes de locomotion différents. Certains ont pris les trains à grande vitesse, ou d'autres prennent les trains régionaux. Le but, c'est que tout le monde arrive. Alors, la différence de choix de véhicule, elle se fait par les gros acteurs, les gens qui ont de la R&D embarquée dans leur entreprise prennent les transports rapides, et puis ceux qui sont plutôt à la recherche de solutions, eh bien, ont tendance plutôt à être dans les trains à petite vitesse. So the analogy here is to the train, so the TGV versus the regional train. Bigger companies having more resources will taking a high-speed approach to BIM adoption, whereas perhaps smaller firms will be looking at a more local and perhaps slower route to BIM. But ultimately, the idea is to be on the same track and move towards the same direction. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que au moins les acteurs soient au minimum sur le quai de la gare. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision de partir, là on peut s'inquiéter. Alors maintenant, notre univers du bâtiment, il est relativement compliqué parce que le bâtiment, c'est beaucoup d'acteurs. Donc alors chaque pays a sa façon de découper les acteurs, mais bon, chez nous on a la maîtrise d'ouvrage publique, la maîtrise d'ouvrage privée, ensuite on a la communauté des acteurs de la maîtrise d'œuvre, les entreprises et ensuite les industriels. Alors sur le slide vous pouvez voir les chiffres. Alors le plus impressionnant c'est la maîtrise d'ouvrage privé. C'est vrai que si on prend en France tous les acteurs entre 20 ans et 60 ans, potentiellement ce sont tous des maîtres d'ouvrage. Donc il y a le nombre qui est important. Et puis deuxième sujet, c'est que un bâtiment, son cycle de vie c'est long, entre le moment où on fait l'étude de faisabilité, où on décide de construire un bâtiment, et puis le moment où on va déconstruire ce bâtiment. Donc, on est sur une période très longue,
et on est avec beaucoup d'acteurs. Donc le sujet de la communication est primordial. So in this case, basically, France, like Canada, has faces issues with fragmentation. So looking at stakeholder fragmentation, a lot of different actors doing. So we talked about the public bodies, private bodies, the stakeholders in terms of designers, companies, and industries that participate in the building's life cycle. The other thing is the fragmentation, of course, during the building's life cycle between different phases. So problems that are very relevant and very similar to what we have here in Canada. Alors, dans l'univers du bâtiment, depuis la nuit des temps, on a toujours dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors bon, on a trouvé des plans sur des papyrus au bord du Nil. Et tout ça, ça a évolué, les parchemins, les plans à la plume. Ensuite, on a eu les technologies pour reproduire plus facilement avec le papier calque. Et puis, on a eu une évolution avec le dessin assisté par ordinateur, où en fin de compte, au lieu de tirer un trait à la main, c'est la machine qui le tirait. Donc, on a toujours été dans de la représentation 2D, des échanges au niveau du vectoriel, mais ça quand même remplissait bien son rôle parce qu'on a réussi quand même à construire depuis des siècles des bâtiments qui ont quand même une certaine tenue et qui sont toujours présents. Mais ce qu'on pouvait aussi se dire, c'est que le trait c'est bien, mais derrière la vision des choses en 3D est quand même plus intéressante pour les gens qui n'ont pas forcément cette capacité de comprendre ce qu'une vue 2D peut se positionner dans la 3D, et puis aussi l'absence d'informations qui pouvaient se trouver liées à cette représentation graphique. So in this case, of course, there's a long history of delivering and designing and delivering buildings based in 2D format. The transition to CAD was just a transition between paper-based and computer-assisted drafting. The advent of 3D was interesting in terms of visualization, but it remains that traditionally there was no information and no database backing the 2D representational way to deliver buildings. Donc là, je suis en train de vous rapporter les propos que l'on tient aujourd'hui à des acteurs qui découvrent cet univers du BIM pour essayer de leur faire comprendre d'où on vient et vers où on veut aller. Alors, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres univers, le monde de l'aéronautique, le monde de l'automobile, le monde aussi de la construction navale. Alors, chez nous, il y a souvent un blocage quand on veut comparer le monde du bâtiment avec ces autres univers. Pourquoi? Parce que les acteurs ont tendance à nous dire, mais les autres, ils font de la série. Et nous, monde du bâtiment, on fait des prototypes. À chaque fois, c'est une nouvelle opération. Bon, moi, je calme le jeu en disant, la notion de prototype, elle est vraiment quand on est à la recherche, la définition du besoin. Après, dans le mode de conception, il y a vraiment le moment où il y a le geste architectural où de rien, l'architecte va commencer à bâtir un projet. Ensuite, on rentre dans des processus qui sont pas très loin de ce qui se passe dans le monde de l'industrie. Et puis sur le chantier, eh bien la spécificité, même si on construit deux bâtiments identiques, mais sur des terrains différents, avec des conditions géologiques ou même à des saisons différentes, avec un climat qui peut être différent, là aussi, on est dans une notion de prototype. Mais quand même, il y a quand même toute une certaine série d'actes que l'on peut rapprocher du monde de l'aéronautique, de la construction navale ou d'automobile. Donc, on peut se dire comment ces autres acteurs, et qui aussi ont un mode d'opération, un mode de construction, par exemple, d'un avion, où l'avion est construit
prenons nous Airbus où toutes les pièces sont éclatées au niveau de la construction sur une grande partie du territoire européen et puis ensuite on arrive, on fait un assemblage et l'avion vole. Bon, donc ça veut dire qu'on a quand même on a utilisé des moyens pour pouvoir communiquer et aller vers un résultat. Et puis, cette notion d'échange d'informations, elle n'est pas seulement dans la conception, dans la réalisation, mais elle est aussi dans la maintenance. Bon, quand un avion est bloqué sur le tarmac, il y a une pièce à changer, on est en capacité de dire où est-ce qu'on a une pièce de disponible, on connaît parfaitement le numéro de série de cette pièce, donc on est vraiment dans une notion d'avoir une information sur le cycle de vie d'une construction. Et puis, quand on parle de construction navale, là, on se rapproche un peu plus de notre monde du bâtiment. D'abord, on parle de construction navale. Un navire, on parle d'un bâtiment, et chaque armateur a des spécificités pour construire son bâtiment. Donc, avec ces mots-là, on arrive à dire, ben, pourquoi pas se rapprocher de la technologie qu'ont utilisé ces acteurs et de voir comment est-ce qu'on pourrait la transposer vers notre monde du bâtiment. So here we're drawing parallels between the aerospace, automotive, and naval industries, and understanding, why can't the construction industry move towards what these industries have over the past couple of decades. The biggest perhaps blockage is the fact that people say, well, automotive and aerospace, they do mass production. So once they've done a prototype, they can now build 1,000. For building the building industry, it's a prototype, so each building is unique. So the sort of the idea of mass production versus mass customization has to come out here. One of the things is that was supported by Pierre is maybe not the whole life cycle of the aerospace or the automotive industry is similar, but there are certain elements that we could that could inspire us. So, for instance, the design of the building is a unique process, and the design itself is a unique. However, once we get into design development and construction, there are processes that could be replicated, automated, and supported better by digital means to deliver project delivery. The last thing was talking about the naval and the shipbuilding industry, where ships are almost one-off prototypes. So how do we get closer to the shipbuilding industry, and how do we maybe learn from them? I think there's a lot to go get. There was also parallels drawn with the product lifecycle management, PLM, of understanding exactly when a part in an engine or a part in an airplane breaks down, the company knows exactly where that part is and exactly where the replacement is at every time, and they can track those. So how can we use that over the building's life cycle and during operations and maintenance? Alors, entre le moment où on a dit que la deuxième dimension, la vue en plan, n'était pas suffisante, pour certains acteurs, on a toujours eu à la réalisation de maquettes physiques pour mieux comprendre comment fonctionnait un bâtiment. Et la maquette physique permettait d'enlever un élément pour voir ce qui se passe derrière. Donc, pour le commun des mortels qui n'y comprend rien en bâtiment, la maquette en carton ou en balsa permettait d'avoir un peu cette vision. Alors, le mot maquette, nous en France, on l'a associé à maquette numérique. C'est avec ces premiers mots que on a commencé à aborder la transition numérique dans le bâtiment, parce que il y a 10 ans, si on avait parlé de BIM, de format IFC, toutes ces choses-là, je pense que on aurait laissé les gens un petit peu dans l'expectative, et on a décidé de prendre l'appellation maquette numérique, d'une part parce que le mot maquette signifie qu'on est dans une notion de 3D et tout le monde comprend, et numérique, bien, c'est qu'en fin de compte, du physique, on va passer vers un écran, vers de l'image. Donc, ça permettait pour un ensemble d'acteurs d'aborder le problème d'une façon un peu plus simple et basique. Alors, si à côté vous voyez une maquette en Lego, moi, je suis de la génération des Lego, et bon, quand on construisait des Lego, ben, au départ, on achetait des boîtes complètes.
on achetait la boîte château, on achetait la boîte maison, l'école, et puis à un moment, quand notre imagination débordait, eh bien on voulait faire nos propres projets, et pour ça, on achetait des boîtes complémentaires, on achetait des boîtes murs, des boîtes, enfin des toitures, des boîtes de fenêtres, des boîtes de portes, des boîtes de luminaires. Donc, ça voulait dire que chaque élément qui constituait cet ouvrage avait une référence. Donc, d'où l'idée de se dire, eh bien, un bâtiment réel, quand on le construit, on a besoin d'éléments, et ces éléments, bah, ça serait bien que tout le monde les appelle de la même façon, et donc d'avoir un classement de tous les objets. Et avec cette image, ça permet de faire la transition vers la maquette numérique, qui ne peut se concevoir que si l'ensemble des objets qui la contiennent sont parfaitement organisés. So here we started by discussing the fact that models have been around for a long time in construction and in design. So the physical models, scale models, were used to help visualization in a 3D environment and to understand projects. So the concept of the model, or the maquette in French, is not a new thing to the construction industry now. The French have used the word digital model, or maquette numérique, as a way to start transitioning the discourse towards BIM and help with that transition. So really just starting about naming things and making sure people are talking about the same elements. On the right hand side, the whole concept of Lego used to be, I think it's a great parallel, where it used to be that you could buy a kit, a box, and then build whatever that box was. But if when you got bored of that, you would go out and build your own things with Legos and start buying kits. So these kit of parts. So you would buy a wall assembly and a roof, windows, and so forth, and start putting Legos together. So really, this understanding of why can't we translate that to the building industry, and having things that are named the same and kit of parts that exist and that are standardized, or at least the semantics are standardized behind that. And of course, here we see sort of you're now digitally building Lego, whereas it used to be physical. So an interesting parallel again here between our childhood and our adulthood. Donc voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on commence à parler du BIM, Building Information Modeling. Alors en France, on a essayé de traduire par bâtiment et information modélisée. Alors on nous dit que le mot bâtiment est très réducteur, parce que dans la notion de building, on a aussi les ouvrages d'art, les routes, les ponts. Donc le mot building en France, on aurait pu le traduire par construction, mais beaucoup d'acteurs qui ont commencé à investir sur le mot BIM ne voulaient pas que l'on change quoi que ce soit, donc on est resté sur le mot BIM, mais on précise bien que si on parle de bâtiment en formation modélisée, on le rattache aussi au niveau des autres acteurs. Donc voilà, cette maquette, que tout le monde connaît, on a des éléments d'une construction qui sont qui sont organisés, où on s'échange de l'information avec le format IFC. On a une représentation graphique de l'objet, on peut le visualiser en 3D, et puis on a les informations, voilà, où il y a vraiment là la sensibilisation de dire que c'est pas seulement d'image, mais c'est aussi de l'information qui est embarquée. Et puis un sujet aussi que l'on met en avant, c'est que les objets communiquent entre eux. Donc ça c'est des nouveautés, dire de passer de la 2D à la 3D, de l'information embarquée, et avoir aussi une communication entre les objets. Ça permet de poser le dialogue avec les acteurs. On leur dit voilà vers quoi on veut tendre. So here, the principles, I think the first portion was around the semantics, around calling building information modeling. What should it be called in French? We're struggling with that on our side. In Quebec, it's been la modélisation des informations du bâtiment. And again, the word building
is a bit reductionist and doesn't include horizontal infrastructure, bridges, and so forth. So trying to find an inclusive term, but because BIM has been put forth and has been adopted, it's sort of expanding the term BIM. In France, I think, and Quebec has the same issue of trying to find that perfect terminology. So the important here is that it includes infrastructure, it includes horizontal, all the bridges and so forth, that it's not just for buildings. And then we went into I think the well-known aspects of what BIM represents in terms of information-rich models with a database and that are parametric elements and so forth. So I think that's well known by our audience. Alors, donc après, on pose les grands principes pour pouvoir, je veux dire, aborder tous ensemble cette notion de BIM. Alors, bon, la première chose, c'est l'interopérabilité. Alors, tout de suite, on a un peu un peu un recul parce que se dire mais attendez l'interopérabilité, travailler tous ensemble, bon aller passer du niveau 0 au niveau 3 où on est sur une maquette commune, mais comment ça se passe? Alors déjà on leur dit ça se passe bien si chacun garde sa responsabilité, chacun fait son métier. La tendance c'est que certains ont peur de se dire ben voilà l'outil va permettre à des acteurs de faire des choses sur quoi ils ne sont pas forcément habilités pour le faire. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Nos assureurs regardent la mise en place du BIM d'un très bon œil parce qu'ils se disent va y avoir une traçabilité de l'information, plus facile de pouvoir rechercher en responsabilité des acteurs, mais à condition que les acteurs fassent ce dont ils ont la capacité, le savoir, mais surtout qu'ils soient assurés pour faire cette mission. Donc, l'interopérabilité aujourd'hui en France, elle commence à avoir un niveau de maturité 2, nos amis anglo-saxons avec le level 1, level 2, level 3. Bon, on est sur un niveau 2, les opérations qui se font sont pas forcément avec des maquettes partagées, parce qu'après il y a la notion de plateforme et ça on y reviendra, mais sont des plateformes, sont des maquettes qui sont stockées sur des plateformes, mais vous avez une plateforme dans laquelle vous avez la partie architecturale, après vous avez une maquette économique, c'est mon métier de base, une maquette structure, une maquette réseau, et si toutes ces maquettes sont réalisées avec un format qui permet de pouvoir échanger, de pouvoir faire des superpositions, bon, les choses avancent d'une bonne façon. Mais on a bien senti qu'au départ, il y avait cette notion, cette peur que les cartes du jeu allaient être brouillées. En plus, en France, nous sommes dans une période très compliquée dans le monde de la construction. Chacun veut conserver un peu sa part du marché et ils avaient peur que la mise en place du BIM vienne un peu brouiller les cartes. So here we're talking about interoperability, looking at I think the issues lie especially in the contractual standards of care, responsibility and liability issues that I know Canada faces too. So it's interesting to see that they're struggling with the same difficulties. The thing with BIM in France is that people feel that the boundaries are becoming a lot less clear between disciplines. And that basically, Pierre mentioned that the insurance companies are looking at BIM as a good way to look at traceability of information and responsibility. However, the sort of the organizational elements have to be in place to make sure that traceability and those roles and responsibilities be clearly defined. So stuff that we are struggling with here also. Then went on to speak about the notion of interoperability, looking at the federating models through IFC as a way to support multidisciplinary coordination and project delivery. But again,
issues with looking at market share. So we did mention that companies are looking to maintain their market share and maintain their influence in the industry. So it's a bit of a struggle between being collaborative and working together, and then being business oriented and making sure that the business is functions and we're delivering what we're supposed to deliver. Donc, cette maquette, on dit, c'est le contenant et le contenu. Le contenant, c'est tout ce qui est lié, je veux dire, à la quantité, et le contenu, c'est les propriétés des quantités qui sont à l'intérieur de cette maquette. Donc, ça veut dire que c'est du graphisme, mais c'est aussi beaucoup de données. Et là, on fait apparaître la notion de vue métier au niveau d'une maquette. Donc, la gestion. Donc, on parle de la quatrième, cinquième, sixième et septième dimension. La quatrième dimension, c'est tout ce qui est lié à la gestion du temps. Et on se rend compte qu'avec la maquette, on peut faire plein de choses si on a mis les bons renseignements. Pareil, en ce qui concerne la cinquième dimension, tout ce qui est lié à l'économie d'un projet. Alors ça, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon métier de base. Et aujourd'hui, une maquette économique d'un projet, c'est de pouvoir montrer qu'est-ce qu'on a prévu, où on l'a prévu, combien il y en a et à quel prix. Bon, aujourd'hui, moi dans mon métier, pour faire ça, il faut déplier un plan, il faut ouvrir un CCTP, il faut ouvrir un quantitatif, et là, en un seul clic, on a toutes ces informations. La notion de la sixième dimension, l'avenir de la planète, la qualité environnementale des projets, eh bien, bon, la maquette, en ayant tous les éléments bien renseignés, chez nous, on utilise les fiches FDES et les fiches de déclaration environnementale, où pour chaque produit, on a sa consommation d'eau, de carbone, enfin, tout ce qui a un intérêt des choses pour maintenir notre planète en bon état, et ça sur toutes les phases du cycle de vie d'un bâtiment. Eh bien, avec la maquette, on peut plus facilement appréhender cette sixième dimension. Et puis, le point le plus important, c'est la septième dimension, c'est la gestion, c'est la durée dans le temps de ce bâtiment, et c'est là qu'on est tous convaincus que la maquette peut trouver une place prédominante. Parce que si je pense les acteurs qui sont dans la phase conception, réalisation, on est dans une recherche d'information immédiate. Bon. Et cette information, elle a été produite il n'y a pas très longtemps, donc c'est relativement facile de la trouver. Quand on est dans des phases de maintenance, on est avec des acteurs qui sont complètement déconnectés des phases amont. Et parfois, quand ils ont besoin d'une information, eh bien, c'est difficile de la trouver. Donc, nous, c'est vraiment le point d'entrée de la maquette, et ça, je vais y venir, parce que en France, quand vous allez parfois chez un maître d'ouvrage, vous lui demandez des informations sur son bâtiment, vous lui demandez des plans. Eh bien, si vous êtes dans un bâtiment qui reçoit du public, il y a obligation d'avoir les plans d'évacuation affichés. Et souvent, le maître d'ouvrage vous dit, les seuls plans que j'ai, c'est ceux-là. Donc, c'est quand même un peu limite par rapport à l'ensemble des informations que l'on a besoin pour faire fonctionner au jour le jour un bâtiment. So here, I think the well-known 4D, 5D, 6D, 7D, or NDs of BIM, time, money, sustainability, and operations and maintenance. I think what was interesting here is that in France, they do have, for the 6D, they have each element that goes into a building has a data sheet which reports its water consumption, energy consumption, and so forth. So they have a very robust way of measuring the impact, the life cycle impact of elements in a building. I think that's a very interesting thing. Coming back to 5D, Pierre has a background in estimating, so of course the traditional way of estimating and quantity surveying and the new way to do it through BIM, definite advantage. And as a discourse wants here in Canada that 7D or operations BIM for operations and maintenance be the holy grail of BIM, or the bang for the buck, where the most money is, and that there's a big disconnect right now between BIM for O&M and how large owners or how any owners operates their buildings. He mentioned that it'll happen that when a design team goes to
owner for some information on the building, that the only plan the owner has will be the evacuation plan and the safety and security plan that's beside the elevator. So that's I think something that we find here too. And we'll have questions at the end, but there's a lot of questions here around owners, how are they mandating BIM and so forth in France that we'll get to. Alors, tout le monde connaît cette magnifique courbe là de notre ami Bachemi. Bon, moi je la présente d'une façon imagée. Bon, parce que là cette courbe nous dit plus on prend tôt une décision, moins on dépense de matière grise et moins d'argent pour résoudre le problème et on en dépense encore moins quand le problème se trouve à résoudre d'une façon concrète. Donc voilà, je montre le marteau-piqueur où en fin de compte, il y a un moment dans les phases de conception, on n'a pas forcément pris toutes les bonnes décisions, fait toutes les bonnes simulations et donc sur le chantier, eh bien voilà, on doit faire des trous parce que les réseaux ne passent pas. Donc, en utilisant la maquette, en faisant une détection de clash entre la maquette de la structure et la maquette de les tuyaux, eh bien, on voit que le tuyau ne passe pas. Bon, donc, par contre, les personnes qui doivent intervenir pour modifier, soit on modifie la charpente ou soit on modifie les tuyaux, il faut que ce soit les gens qui ont la responsabilité de ces ouvrages qui prennent ces décisions. Et c'est là que chez nous, il y a un peu un vent contre la notion de BIM manager, la personne qui serait en capacité de faire ces détections de clash, mais aussi d'apporter les modifications. Alors nous, on se dit, mais s'il a les capacités d'un bureau d'études de structure et les capacités aussi d'un bureau d'études fluides et qui peut prendre la responsabilité de faire ces modifications, très bien. Mais si c'est seulement quelqu'un qui veut résoudre des problèmes pour passer à une étape suivante, ça ne marche pas. Bon. Donc la notion de BIM manager en France, elle est très mal vécue. Par contre, la notion de management du BIM, de management de l'information, là, tout le monde est bien conscient que il faut avoir une traçabilité. Alors aussi, ça veut dire que c'est tout simplement aussi la mise en place d'une démarche qualité que chaque projet devrait avoir, et pour certains, il semble que c'est une révolution, qu'il faut avoir de la qualité dans les échanges. So we started off with the MacLeamy curve here. I think it needs no introduction. But it's a visual aspect of MacLeamy. So if we the further curve, the decision making being relegated to the later in the project stage often results in the jackhammer, which is not a good thing. One of the things is that Pierre mentioned the fact that the aspect of BIM manager, and that is interesting, is that BIM managers aren't so well viewed in France from the perspective that they should be the ones making the decisions relating to certain elements of the building or the design, just to move on to the next step. So the decision has to stay with the professionals, with the people that are designing, with the owner, and so the owner should be the one making the decisions, and not the BIM manager just moving stuff to make it maybe perhaps pass a clash detection. Now, however, the BIM manager as a information manager in an information management role, that is seen as value added, and the question of auditing information and adding quality information. Pierre mentioned that it came as a surprise to certain that information should be audited on projects, and QA QC should be performed on documents and on project information, and that the BIM manager can take on that role rather than being a decision maker at the design stage or for the design. Donc précédemment, je vous ai donné un peu voilà, tout ce qu'on a essayé de prêcher comme bonne parole au niveau de l'ensemble des acteurs pour, disons, les sensibiliser au sujet. Mais ça, on a fait ça pendant un certain nombre d'années et en fin de compte, ça ne décollait pas. Ça ne décollait pas parce qu'on présentait la maquette de l'amont vers l'aval. Et c'était plutôt ce que je vais appeler un peu la Game Boy.
Hein, on faisait voir un truc qui tournait, c'était joli, on voyait tout, on pouvait faire un scanner, et on mettait en avant la représentation graphique, mais la notion d'information embarquée n'était pas du tout mise en avant, et parce que peut-être que c'était, d'un point de vue visuel, c'était pas du tout vendeur. Et en 2013, fin 2013, le plan bâtiment durable en France qui assure lui la transition énergétique dans le monde du bâtiment. Le président Philippe Pelletier m'a approché avec Franck Ovorka, qui est lui de la Caisse et dépôts. C'est lui qui en fin de compte gère les économies de l'État. Pour nous dire, mais voilà, quelle est votre vision sur le sujet et pensez-vous que le BIM pourrait être un élément déclencheur de la transition énergétique? Alors nous, on a dit, ben, c'est très bien si c'est un élément de la transition énergétique, mais surtout, il faudrait que ce soit un élément de la transition numérique du monde du bâtiment. Et avec Franck, on a pris on a pris le chemin inverse des autres. On est parti de l'aval vers l'amont. Et on a dit, parce que nous, on était conscients que le poids important dans la maquette, c'était les informations. Et que le graphisme, bon, c'était bien, mais le plus important, c'était l'information. Et l'information, quand est-ce qu'on en a besoin, quand est-ce que les gens ont le plus de problèmes pour la retrouver, ben, c'est sur la gestion et la maintenance. Donc, quand on a commencé à dire que cette maquette numérique pouvait être l'outil pour pouvoir récupérer un maximum d'informations, de pouvoir gagner du temps et donc de l'argent sur le long terme. Alors là, les acteurs ont commencé à prendre le sujet d'une façon beaucoup plus intéressée. Parce que quand on fait l'analyse en cycle de vie d'un bâtiment, on sait que la gestion de la maintenance, c'est 75% du total de la dépense. Les 25% qui restent, c'est seulement la conception et la construction. Donc, si on peut faire des économies sur les 75%, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, ça veut dire que l'information que l'on met à l'intérieur de cette maquette, elle peut être monnayée. On peut mettre en place un schéma économique pour l'utilisation de la maquette. Alors, le petit frein là-dessus, c'est que, je sais pas si c'est comme chez vous, chez nous, on a un souci, c'est qu'on a les budgets d'investissement, les budgets fonctionnement, et ce sont des parois très étanches hein, au niveau du plan comptable. Et quand vous avancez l'idée de dire que la maquette, c'est-à-dire que les informations que vous mettez dans les phases de conception, de réalisation, qui peuvent générer un peu un surcoût, vont faire des économies dans le budget de fonctionnement. Et si vous avez une barrière entre ces deux budgets, un peu compliqué de poser le sujet. Et puis en plus, les acteurs qui sont de chaque côté de cette barrière, la paroi est encore beaucoup plus étanche que sur le plan comptable, parce que sur le plan comptable, on peut trouver quand même quelques astuces, mais d'un point de vue humain, c'est très compliqué. Donc, quand même, cette prise de conscience a été l'élément déclencheur pour que la France ait un œil nouveau sur la mise en pratique du BIM. Et donc, on a sorti le rapport en 2014 et à partir de là, eh bien, c'est enclenché plein de choses. What was reported at the beginning was the fact that prior to 2013, BIM in France was pushed as a more of a Pierre mentioned the Game Boy approach, where it was more of a the pretty pictures, the fact that you could spin the model, and the graphical representation and the spatial representation that was pushed, and people failed to see the value, the real value of having actually the information and the database behind that. So, and it was also pushed from from the life cycle approach from the beginning to the end. So it was a push approach, saying for construction and then into operations. In 2013, they were discussing a energy transition plan in France, so to make buildings more energy efficient. And Pierre was approached to see if BIM could play a part of that.
and then they started looking at where is the real value of having this information and accessible information. So it was really in the operations and maintenance phase, and so during the exploitation of the infrastructure, the asset. So really looking at the information as being key. So the idea was really to demonstrate the potential impact of BIM for operations and maintenance, and establish sort of this pull approach. And they started looking at putting in monetization schemes to actually monetize BIM for O&M, and having building information-rich models. And then transitioning those to owners and actually selling those to owners. So actually having a premium to develop a BIM for O&M models. The only issue with that, and this is I think similar in Canada, is the chasm between capital expenditures and operational expenditures. And so they are struggling with the same thing of saying, if you add budgets into the capital expenditure to spend more money on a BIM, on a model that would be applicable for O&M, there's sometimes that reluctance to pay for that money up front, even if it can save money during operations. And of course, Pierre mentioned the fact that there's that financial chasm between capital expenditures and operational expenditures, but there's also that human and organizational and cultural chasm between capital delivery and operations and properties maintenance. And so in March 2014, a report was put out, upon which I think the digital transition plan was developed, which we'll get into in the next couple of slides. Donc, à la suite de ce rapport, les conclusions du rapport ont été reprises dans différents chantiers, notamment un chantier qui s'appelait 500 000 logements neufs et 500 000 logements réhabilités par an, lancé par le ministère du Logement, donc qui a dit que pour assurer cette relance, bien le BIM, la maquette numérique était vraiment l'outil. Aussi dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, bien la maquette numérique pouvait être un outil qui pourrait aider l'ensemble des acteurs. Donc à partir de là, il y a eu la décision de créer un plan de transition numérique en France. Alors, avoir des idées, c'est bien, mais le gouvernement a mis de l'argent. Le gouvernement a mis 20 millions d'euros sur la table. Alors, cet argent, il provient… Alors, en France, on a la loi sur l'assurance des bâtiments. Il y a un fonds de garantie, et parfois, ce fonds de garantie a des excédents. Donc, cet argent est issu du fonds de compensation de l'assurance construction. Bon. Donc, c'est une partie de notre argent, nous, acteurs du bâtiment, qui nous revient pour développer le plan de transition numérique dans le bâtiment. So the conclusions of the report that was issued in March 2014 were taken up by many different actors in the industry. And so that actually opened up a lot of eyes. So Pierre mentioned that one of the housing agency, or the agency that's responsible for housing, had a plan to build 500,000 new buildings and renovate 500,000 others. And so BIM would be an integral part to actually doing that successfully. The energy, the Ministry of Energy also took that up the conclusions and really formulated, looked at BIM as a solution to that. So having buy-in basically from these governmental agencies was really important, and that led into the development of the new digital transition plan, which was financed by up to 20 million euros. And Pierre was explaining that the funds, those 20 million euros came actually from a fund, an insurance fund that the actors of the industry stakeholders buy into. Basically, it covers construction, I believe, construction liability and insurance. And that basically there was surpluses in that fund, and those funds came to pay that transition. So a very interesting scheme to finance this plan. It's actually the industry itself that's financing the transition plan. And maybe we can talk a bit about that more at the end. I'd be curious to see exactly where that money came from. That's very interesting. Et ce plan est sur 3 ans. Alors, pour la mise en place de ce plan, il y a eu 3 axes qui ont été développés.
Avant, il y a eu un rapport qui a été fait par Bertrand Delcambre, qui est le président du plan de transition numérique dans le bâtiment, un rapport auquel j'ai participé, et on a extrait vraiment trois grandes priorités. Donc la première priorité, c'est expérimenter, capitaliser, c'est-à-dire donner envie aux acteurs de s'approprier le numérique. Donc, pour qu'ils se l'approprient, ben, il faut lui montrer, il faut avoir les retours d'expérience et dire qu'en fin de compte, ben voilà, si les autres y sont arrivés, pourquoi pas vous. Sachant que la particularité de la France sur le sujet, c'est que la France n'a pas décidé de dire on va faire du BIM pour tel type de bâtiment, pour tel type d'activité, pour des marchés publics, privés, ou des gros ou des petits chantiers. C'est le BIM pour tous, quels que soient les chantiers, quels que soient les acteurs. Donc ça veut dire que la tâche est très vaste. Ensuite, dans l'axe 2, eh bien, c'est accompagner, c'est la montée en puissance. Donc, ça veut dire que c'est la mise en place des compétences, tant au niveau de la formation initiale que la formation continue. Et là, au niveau de la formation initiale, on est très content parce que d'habitude, chez nous, l'éducation nationale a toujours quelques trains de retard. Et là, au contraire, l'éducation nationale est force de proposition parce que l'éducation nationale s'est rendu compte que cette technologie, cette possibilité de visualisation des bâtiments allait un petit peu déringardiser le monde du bâtiment et que ça pouvait être une opportunité pour avoir de nouvelles forces vives à l'intérieur dans leurs écoles. Et c'est un pari. Et ce pari, il est gagné, ça fonctionne bien. Après, il faut faire la formation auprès des acteurs qui sont déjà en place, parce que le BIM, c'est bien, mais c'est seulement un accompagnement. D'abord, on a des gens qui ont des métiers, qui sont des professionnels, donc il va falloir les aider à pouvoir s'insérer dans l'univers du BIM. Et pareil, pour la formation initiale, il faut déjà que les gens une bonne connaissance de leur métier, et ici, il faut qu'ils puissent s'approprier les nouvelles technologies. Et puis, autre sujet pour pouvoir accompagner, ben, il faut savoir s'il y a vraiment tous les outils. Est-ce que tous les outils sont présents pour l'ensemble des acteurs? Comme je dis, Caterpillar fait des godets de 20 mètres cubes et fait des godets aussi de 200 litres. En fonction de la taille du chantier, j'utilise pas forcément le même chargeur. Eh bien, dans le BIM, c'est exactement pareil. Donc, il faut qu'on trouve les outils qui correspondent aux besoins et peut-être qu'il y a des outils qui n'existent pas. Donc, de pouvoir accompagner dans la recherche et la création de ces outils. Et puis, troisième point, c'est développer un écosystème numérique de confiance. Aujourd'hui, les gens ils veulent bien s'embarquer dans une technologie, mais ils veulent être sûrs que derrière, on va pas changer les règles tous les 4 matins. Donc, ça veut dire qu'il faut standardiser, il faut un peu réglementer toutes les composantes qui vont pouvoir de travailler dans l'univers du BIM. So the strategy, the digital transition strategy is based on three themes or three axes. The first one is engage and promote awareness of BIM and really give all stakeholders in the industry, lead them to want to adopt and implement BIM. So it's not focusing on specific projects or specific actors or stakeholders. It's really looking at the entire industry, the entire built environment industry, and focusing on them. The second axis was around education. So not only develop curriculum and then actually give and communicate and educate the industry stakeholders. So at school, and training projects, training professional development, and training all stakeholders from regardless of discipline or vocation, and also develop the appropriate tools. So fund R&D to make sure that the right tools are available to the right people, and really develop those tools that can help the industry transition. He did mention that a bit of a fortunate, or not fortunate, but a positive here is that Pierre mentioned that the national education system and the national education curriculum around BIM, might have been could have taken some time to be developed, but to the contrary, the national schools have bought into BIM and have developed curriculum and are teaching BIM because they saw an opportunity to
maybe expand their scope and give more courses and expand their departments. So that was a positive thing, is that the national education system has bought into BIM and is teaching it. So that's a great news. The third axis is around developing a ecosystem or a platform of confidence, which people can have confidence in. So, namely, that it won't be changing every year, or having to update or upgrade, and you're changing different ways to different formats and so forth. And then also based on standards, on norms and so forth, that are going to be consistent, and that people can really invest in, knowing that they're not going to have to change everything next year. Donc là, vous avez la vue d'écran du site du plan de transition numérique dans le bâtiment. Donc, vous pouvez aller sur ce site et vous avez plein d'informations sur les travaux qui sont menés aujourd'hui par le plan de transition numérique dans le bâtiment. So this is the website. Pierre is inviting you to go and look at it. There's a lot of stuff, a lot of information. J'imagine, c'est juste en français. Est-ce qu'il y a une portion? Il y a quelques documents, je crois qu'il y a des documents en anglais. Je crois que la feuille de route du plan de transition numérique, il y a une version en anglais. Okay, so it's principally francophone. Of course, I think Google Translate is your friend in this case, and can help a lot if you can't read French. But there are some documents in English, namely the roadmap itself is in English. Alors, en France, on a un organisme qui s'appelle l'AQC. Agence Qualité Construction, qui est financé par les assureurs, et cet organisme est à la mission d'analyser les risques potentiels qui risquent de provoquer des désordres dans une construction et de faire dépenser de l'argent aux assureurs. Donc, par exemple, est-ce que, je sais pas, les panneaux photovoltaïques ont eu à un moment été sur la sellette, ou d'autres systèmes constructifs, les isolants minces. Et puis, ils sont arrivés à se dire, mais est-ce que le BIM n'est pas un risque de sinistralité dans le monde du bâtiment? Donc, c'est vrai que peut-être que les expériences sont pas très nombreuses, mais ils ont décidé déjà de se pencher sur des retours d'expérience, alors sur des chantiers neufs, des petits, des gros, et aussi des chantiers en réhabilitation, parce que on considère en France que le BIM n'est pas fait que pour le neuf, il est fait aussi pour la réhabilitation. Donc, ils ont fait un peu une étude, et on va voir rapidement ce qui est ressorti de cette étude. So there's an agency in France that is called Agence Qualité Construction, so Quality Control Agency for Construction. That's funded and financed by the insurance industry that insures the insurers for construction. This platform actually documents and categorizes risks in the construction industry, and so it provides a database of different risks and risk mitigation. And so BIM was actually documented and looked into by this agency as a risk, and what are the risks that BIM pose on a construction. And so they looked at new construction and existing infrastructure and renovation. And Pierre mentioned that in France, BIM is not only for new construction, it's also for renovation. So certainly we agree with that here in Canada. Alors là, je vais directement à leur conclusion. Ce qu'ils ont pu voir, c'est que dans l'état de l'art actuel, il y avait des problèmes de collaboration entre les acteurs, les problèmes de collision, la détection des clashs, que les acteurs n'étaient pas forcément dans une maîtrise parfaite des outils. Qu'il y avait aussi des points de vigilance à voir en fonction du niveau de définition de la maquette, en fonction des phases du projet, la problématique du renseignement qu'on pouvait trouver à l'intérieur de la maquette,
L'interopérabilité, ben, qui était défectueuse parce que les gens ne connaissaient pas forcément la règle du jeu. Euh, qu'il fallait intégrer aussi la notion de préparation de chantier dans cet univers du BIM. Donc, voilà, il fallait quand même réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait améliorer la réalisation de sa maquette, comment est-ce que les acteurs pouvaient s'approprier le processus et puis avoir une meilleure pratique des outils. So the conclusions that came from this investigation into the risks that posed by BIM was looking around that BIM is usually looking at. There was a lack of collaboration between industry stakeholders, so that that perhaps BIM wasn't used in the appropriate fashion, for instance, for collision clash detection. That there was a lack of capabilities in using the tools, which led to delays in delivering projects. Looking at areas to really look into and be vigilant about is looking at interoperability, making sure that the information found in the models are, of course, correct. Looking at the level of development and what level of development is needed to suit specific uses. And also then transitioning from design to construction was seen as a risk, and making sure the information flows. I think the last point here, looking at how can BIM help in terms of improving quality, looking at developing the digital model, looking at having buy-in from all into the processes by all stakeholders, and also having the appropriate capabilities to deliver projects using BIM. Donc là, les quelques images, pourtant tous ces chantiers ont été utilisés avec la technologie BIM. Là, on a un plancher collaborant avec un flocage et dessous passe des canalisations. Eh bien, dans la notion d'objet plancher, la notion de flocage qui pour le but et structure est quelque chose de mou. Donc, dans l'épaisseur du plancher, ben, il n'a pas forcément dit que le plancher physiquement dessous, il y avait une épaisseur à respecter pour laisser passer le flocage. Et donc, la personne qui a implanté les canalisations, elle les a implantées en fonction de la surface du bac. Et là, aujourd'hui, on voit partout où il y a des canalisations, il y a pas de flocage. Et donc, on a un problème de stabilité au feu du plancher. On voit sur les images du milieu que, eh bien, il y a eu une absence de maturité entre les différentes maquettes et qu'on n'était pas forcément sur le même niveau d'information pour pouvoir communiquer et qu'on a quand même des soucis sur la phase de chantier. Et puis le petit dessin sur le côté, il démontre que c'est pas seulement des traits qu'on dessine, parce que d'un point de vue représentation graphique, c'est vrai que on peut avoir la séparation de la cloison qui sépare les deux pièces, et puis avoir le petit L à côté qui délimite une gaine. Sauf que dans une maquette numérique, l'objet cloison, c'est pas la même chose que l'objet gaine, quoi. Et donc voilà, donc il y a des gens qui ont besoin de comprendre que dans une maquette, on veut dessiner un avatar du bâtiment, et donc il faut sélectionner les bons objets pour que derrière les autres acteurs comprennent bien que ils ont voulu représenter une gaine et que c'est autre chose qu'un élément de cloison. So here are examples basically from this agency that has documented the projects where BIM was used, but there were issues. So on the left-hand side, rainwater leaders passing through a beam that had to be built like that. So that wasn't an element that wasn't captured or highlighted when it should have through BIM. In the middle, looking at the difference in maturity or capabilities between the different stakeholders, where perhaps it was actually coordinated, but when the information didn't get to the site well enough. And on the right-hand side, we're looking at modeling rules and standards, where if it's here we're seeing
a shaft. So the shaft wall has to be a specific element, and that has to be dissociated from the partition because they're different elements and they're different compositions. So that's how design modeling standards and so forth. Tout ça pour dire que il est urgent d'avoir un code de la route pour faire le BIM. C'est-à-dire que le code de la route permet à des milliers de personnes sur des voies avec des véhicules différents de pouvoir circuler, si tout le monde respecte les règles, de pouvoir circuler. Sinon, si on ne met pas en place ce code de la route du BIM, voilà, dans 10 ans, on sera encore coincé au carrefour. So here we take the parallel with the security, the code for driving. So these are standards that are adopted by universally, and the signage and conventions are adopted by all. Donc le facteur clé pour pouvoir créer ce code de la route, eh bien, c'est la normalisation. Alors la normalisation, ce qui se passe au niveau mondial, ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe sur le territoire français, avec des acteurs qui sont différents, sachant que le niveau mondial, pour le faire arriver dans notre pays, il faut passer par la case Europe, quoi. Et déjà au niveau de l'Europe, c'est déjà parfois un peu compliqué de se mettre d'accord. Vous avez vu ce qui vient de se passer dernièrement avec nos amis anglais. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une démarche de normalisation qui soit globale. Mais on sait que ça sera long. Mais enfin, aujourd'hui, les outils sont là et surtout, les endroits où on peut discuter des sujets sont en place. On a mis 1 an à savoir s'il fallait créer un groupe de normalisation au niveau de l'Europe. So in Europe, they've developed the Euro BIM task group, and so that's a vehicle for normalization or the standardization of the European industry. Pierre mentioned that the tools are there. The key is this standardization, but the fact is that it takes a lot of time to get the right people talking. But now that there is an infrastructure in place and that there are the tools have been developed and so forth, now it's just a question of implementation and making sure that's a successful implementation. Donc, la chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord, c'est le format, donc le format IFC. Donc, on est tous dans la même famille Businessmark International, donc on se dit que le format IFC doit être un peu l'espéranto du monde du bâtiment. Donc il est passé en ISO. Bon, il faut que les IFC 4 soient validés pour qu'ensuite on puisse les faire passer au niveau du groupe de normalisation européen pour après que la France puisse s'approprier ce format d'échange qui pour nous est essentiel parce que on veut évoluer dans un univers d'open BIM. So for France, the standard is IFC, and looking at that, Pierre was mentioning the fact that IFC 4 is awaited, but there's still a long transition that it has to be vetted by Building Smart and then vetted by the Euro BIM task group and then adopted in France. But again, the tools are there, but it's now just a question of running the processes and making sure that they're vetted. Donc ensuite, on est d'accord sur le format. On a vu que la problématique des données qui étaient embarquées derrière chaque objet. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur quelles sont les données qu'il faut mettre derrière chaque objet pour que l'ensemble des acteurs qui vont avoir à trouver une information sur cet objet ont des métiers différents et vont intervenir sur des périodes très longues. Donc voilà. Donc, c'est déjà de réfléchir quels sont les attributs qu'on doit mettre à chaque objet et aussi de voir que ce qui veut être fait au niveau français puisse venir se mettre en connexion avec les autres pays qui ont aussi réfléchi aux données qu'il fallait embarquer derrière chaque objet. So 2 elements here. The first one is the structure of the information, so making sure the right attributes are there. So establishing a standard way of populating models, having the right attributes, and then of course
The same thing we're struggling here with in Canada is the fact that we have to, elements have to have be the same in English or in French or in Swedish or in Dutch or in German. So having the Building Smart Data Dictionary that exists is trying to map the terms and the semantics between the different languages, but just making sure that we're able to not only, data isn't only able to talk to each other, but we're able to talk to each other and use models in different languages. Donc, on a travaillé d'abord sur une norme pour définir comment est-ce qu'on allait faire l'inventaire des données que l'on devait mettre derrière chaque produit, donc le mode opératoire pour faire le recensement des données. So this standard was developed and looking at basically what are the properties and the attributes that are needed. So this would be an interesting thing to look at in terms of developing a standard approach to attribute and populating the model. So est-ce qu'il est publié, donc il est disponible en ligne? Oui, cette norme est disponible, la XP P07150. So that's available online. Donc, une fois qu'on est d'accord de comment est-ce qu'on recherche les données, eh bien, il faut identifier les données. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été mis en place par le plan de transition numérique pour faire la liste des propriétés. Et c'est Medi Construct qui a été lauréat de ce marché. Et ce marché s'associe aussi d'un autre sujet, c'est la mise en place d'objets génériques. Parce que en France, dans les marchés publics, vous ne pouvez pas indiquer de marque. Donc, dans un descriptif, vous mettez pas le nom du produit, vous donnez les prescriptions et on doit trouver le produit qui correspond à ces prescriptions. Donc, si on fait une maquette avec des informations embarquées, on ne peut pas avoir des informations qui correspondent à des produits faits par des industriels. Donc, on a un besoin de développer des objets génériques qui vont permettre de pouvoir monter une maquette sans avoir besoin, dans cette maquette, de prendre des objets qui correspondent à des objets réalisés, enfin, qui correspondent à des produits faits par des fabricants. Donc, il y avait un besoin et on a rattaché le développement des propriétés à mettre en place aussi la création d'objets génériques. So this is an interesting one around the fact that in France and like in Canada, the notion of three products or equivalents when you're working for a public entity that you can't lock into a specific product. So they're having to develop generic objects that contain attributes that are based on performance specifications that can actually accept multiple vendors. So that's a very interesting thing that I think that we should be looking at because we have the same constraints here, and so Medi Construct has gotten the job to develop these objects and this dictionary for these properties and these attributes based on generic performance specifications. Et le sujet est aussi traité au niveau européen et c'est dans le cadre du CEN TC 442 ou dans le groupe de travail 4 sur les supports Data Dictionary. C'est la France qui est le secrétaire de ce groupe de travail. So at the European level, there is a working group that is looking at this, looking at organizing product data, and so the France is looking at supporting the data dictionaries in the working group. So stuff that we'll be looking at with great interest. Autre point important, c'est la représentation des objets, le niveau de représentation graphique des objets
en fonction des phases. Quand on est sur une phase esquisse et quand on est dans une phase maintenance, entretien d'un immeuble, on a besoin d'une finesse de la représentation différente, quoi. Donc au départ, un mur, bon, bah, c'est deux traits avec une face intérieure et une face extérieure. Et plus on avance dans la phase de conception, de réalisation, on va avoir un maximum d'informations. Donc ça veut dire que il faut qu'on se mette d'accord sur le niveau de définition en fonction des phases. Parce que sinon, notre maquette, ça va être un patchwork. Avec des éléments qui vont avoir un niveau de définition différent, une porte, une fenêtre, dans un mur, un ascenseur, je veux dire plein de choses. Donc il faut se mettre d'accord. Donc au niveau des LOD, level of detail, il faut que nous en France, en fonction de nos habitudes, on puisse caler le niveau de définition de tous ces objets. So here we're talking about the level of development of the project. So having to have a common understanding of which elements will be developed to which extent. And I think this is something that we're struggling with also, making sure that not all elements have to be developed to a certain level of development, but understanding which elements are being developed and what are the expectations around those. Parce que nos amis finlandais ont fait aussi, ont fait leur propre niveau de développement. So the Finnish have their own notion of level of development. Nos amis américains ont fait aussi, ont leur définition des LOD. Donc, il est important que nous, Français, eh bien, on définisse en fonction de nos habitudes nos niveaux de développement. So looking at, is there a standardized level of development, looking towards the Americans, the Finnish, and making sure that the French develop the notion of level of development that is suitable to their practices in their industry. Alors, on a vu les outils, les informations, le niveau de définition des informations, mais le BIM, c'est quand même 80% d'humain et 20% de technologie. L'autre jour, à Oslo, les Américains nous ont dit, non, c'est 10% de technologie et 90% d'humain. Donc, ça veut dire que si on veut réglementer les formats des échanges, la représentation et les informations embarquées, il va falloir aussi réglementer le jeu des acteurs. So here looking at the major component, the fact that BIM is 10% or 20% technology and 90 or 80% culture and people. So making sure that taking into account practices in the standardization process and looking at how much do you want to influence practice and how much do you want to let practice influence standardization. Et puis, quand même, l'humain a quand même une spécificité parce que, alors moi, je fais un peu la comparaison, la notion de terroir et de finalité, c'est le fromage. Au départ, c'est du lait de vache, de chèvre ou de brebis. Et puis, on a la même matière première, on a à peu près les mêmes technologies, mais on a des résultats complètement différents. Et des fromages avec des coûts différents. Moi, je suis d'une région où on a du lait de chèvre et d'un côté de la rivière, on fait un fromage qui s'appelle le Sainte-Maure et de l'autre côté, on fait un chabichou. C'est le même lait, mais le goût est complètement différent. Eh bien, le BIM, c'est un peu pareil. On utilise les mêmes outils, les mêmes technologies, mais la pratique et le résultat en est différent parce que les acteurs ont un mode de réalisation, de conception et des habitudes ou tout simplement, je veux dire, des règles différentes qui font que on va pas forcément œuvrer dans le même système. I love this analogy. BIM is like cheese, and so here Pierre is talking about the fact that the raw product milk is the same everywhere, but what ends up at the end as a product is different. So same thing with BIM. BIM, you have the same tools, the same infrastructure, but at the end the product is completely different depending on where you're at because of different approaches and different practices and so forth. So a very interesting analogy.
Alors, bon, le BIM, on se dit que c'est une évidence, c'est la transparence. Alors, il faut avoir un langage commun. Donc, moi, je dis un peu l'espéranto. Pour permettre le dialogue entre les acteurs, eh bien, il faut qu'il y ait des conventions qui règlent le jeu des acteurs en pouvant quand même respecter la spécificité dont les spécificités dont les acteurs ont l'habitude d'œuvrer. Donc en France, nous, on n'a qu'un seul code des marchés publics, on n'a qu'une réglementation, mais quand on discute avec nos amis allemands, avec les lenders, ils ont encore des spécificités d'un lender à l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment quand même avoir des outils pour pouvoir faciliter ce jeu. Et donc en France, on a dit ben, il fallait aussi qu'on puisse rédiger un outil qui permette de régler le jeu entre les acteurs. So the key element here is transparency in the development of the standards and in the development of the approaches. Each country being different is, of course, you have to deal with those regional differences. The importance is that there's sort of a common understanding and that people move towards that common understanding together. However, it is understood that there will be regional differences that will have to be taken into account in the standardization process in Europe. Donc, dans le monde, il y avait déjà 66 références internationales de guidelines. Ben, il en fallait une pour la France. Donc, il y avait une attente sur le terrain. Bon, nos partenaires européens aussi voulaient s'atteler sur le sujet. Donc, eh bien, la France, on a sorti les crayons et on a rédigé un document qui est un guide d'aide à la rédaction de conventions BIM. C'est vraiment un outil qui permet, quel que soit le jeu des acteurs, que ça soit du privé, du public, des grosses, des petites opérations, de pouvoir s'organiser. Et comme je dis, un morceau de musique, il peut être joué par un orchestre symphonique, il peut être joué par seulement un pianiste. Bon. Donc, en fonction du nombre de musiciens, eh bien, la partition, on va devoir l'adapter. Donc, on est parti de ce postulat-là, de se dire, ben voilà, comment est-ce que la partition elle est jouée en fonction de la répartition des rôles des acteurs. So the French have looked at different references around the world. There was none in France, so they had to develop the standard and the guidelines. What they did, instead of developing a common guideline, they looked at actually developing a guide to support development of specific guidelines for different situations or different companies or different organizations. He draws a parallel with music, where a piece can be played by a symphony or by a single pianist, and depending on who plays it, the partition will be different, and the different roles the roles will be different, and who plays what. So really being able to scale and modulate these guidelines depending on the context is a really important thing that the French have looked into. Donc, ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site de Medi Construct en suivant ce lien. Alors, c'est une première version. Tout à l'heure, j'étais en réunion dans le comité de technique du plan de transition numérique dans le bâtiment. On est en train d'envisager comment on va continuer à mettre à jour ce guide de convention. Dans ce guide de convention, on devrait aborder aussi la problématique des LOD. Bon, donc c'est un travail de longue haleine qui se remet en place, mais aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui dans le BIM, c'était faux hier et ça sera faux demain parce que les outils évoluent, le niveau de formation des acteurs évolue. Il faut faire quelque chose qui soit très vivant. So the guide is available online following the link. The presentation is on our drive, so it'll be available. Basically, the guide is being developed, keeping in mind that this is an evolutionary process. Technologies are evolving, capabilities are evolving, but looking at setting the groundwork to support the transition based on these different phases, life cycle phases.
Alors, nos amis européens se posent aussi la question de comment est-ce qu'on s'organise et là, ce sont les États, les maîtres d'ouvrage publics qui se disent comment, d'un point de vue réglementaire et politique, on va mettre, avoir aussi notre transition numérique dans le monde du bâtiment. So the same questions are being asked in Europe, and so now, right now, the discussion is around, doing this, forward together, and looking at how can the effort be distributed. Donc, il y a eu la création de l'EU-BIM Task Group pour que les différents États puissent se retrouver à Bruxelles et discuter de la problématique du BIM. So this led to the creation of the EU BIM task group, which is sort of a forum for all of these countries to come together and start hashing out how this will look and how the standards and guidelines will be developed in a common environment. Donc, l'organisation au niveau de l'Europe est pas forcément la même au niveau de chaque pays. Là, j'ai mis les pays qui avaient un peu l'équivalent du plan de transition numérique dans le bâtiment en France. Mais quand on prend tous les pays de la communauté européenne, on voit bien que tout le monde n'a pas le même niveau de structuration et ça veut dire que ils abordent pas forcément le sujet de la même façon. On aurait pu faire aussi une carte pour montrer les pays où il y a des organisations entre parenthèses gouvernementales qui gèrent le problème et les pays où on a Bundesmark international, où on a des chapitres qui sont présents. Parce qu'en France, avant qu'il y ait le plan de transition numérique dans le bâtiment, le seul endroit où la problématique du BIM était prise en compte et la parole de la France était portée à l'étranger, c'était par le biais de Medi Construct. So here we're looking at the countries that had a plan in place prior to the EU BIM task group being developed. Of course, there's many that are missing here. So this highlights the complexity of dealing with different levels of capabilities across a large geographical area. And the other thing was that in France, prior to the transition plan, Building Smart was the only one that the French chapter of Building Smart was the only place or the only forum was where the challenges associated to BIM was being discussed. Donc les questions que se posent les gens autour de la table, c'est pourquoi, qui et comment. Comment est-ce qu'on travaille dans la passation des marchés, où là on est sur quelque chose de très contractuel, comment la technique et comment les compétences vont pouvoir être mis en place pour assurer une bonne transition numérique dans chaque pays, dans le cadre des marchés publics. So sort of a concordance of questions being asked by the different actors involved in the EU BIM task group, the why, the what, the how, in terms of procurement, technical, and skills development. So that was a commonality, and looking at these probably the grounding factors and moving ahead for the EU BIM task group. Là, j'ai mis les drapeaux des pays qui participent aux travaux. Alors, je suis taquin, j'ai mis un petit point d'interrogation à côté de nos amis anglais. So here are the countries, of course, with the Brexit. Who knows what's going to happen with the UK? Donc, en clair, une information accessible et pérenne, elle a de la valeur. Donc aujourd'hui, quand on cherche une information, c'est plutôt aller chercher une information comme une aiguille dans une botte de foin. Et avec la maquette numérique, eh bien, on peut avoir d'une façon facile, si tout est bien organisé, bien classé, et qu'on a les bons outils, on peut avoir une information de bonne qualité. So the key element here is the legacy of the data, of the information, and making sure that it's accessible, and that's where the value will come from. And so we have the dual approach here. So either the paper-based practices or of course the BIM-based practices with the accessible and information. Alors, par contre, il y a des choses où il faut s'assurer. La traçabilité de l'information,
Chez nous, on a connu une histoire de la vache folle, hein, où en fin de compte, il y avait un moment, on a perdu, je veux dire, la traçabilité. Aujourd'hui, on a le code barre sur l'oreille de la vache et on le retrouve sur la barquette de viande. Donc, ça veut dire que l'information qui doit être mise, eh bien, il faut être sûr que ça soit la bonne, qu'elle ait été vérifiée et validée. Ensuite, la conservation de la donnée. Je rappelle que bon, les frères Lumière, leurs films sur des pellicules, on arrive toujours à les lire, et que certains magnétoscopes, je prends l'exemple de Sony, système Betamax, eh bien, c'est un peu compliqué aujourd'hui pour aller regarder la vidéo de la communion de la petite dernière. Donc, la conservation de cette donnée, oui, mais il faut qu'elle soit accessible. Et puis, troisième point important, c'est la sécurisation de la donnée. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'informations, il y a des informations qui sont privées, il y a des informations qui n'ont servi, qui vous servent à vous pour pouvoir mettre un résultat. On n'a pas forcément de savoir comment vous avez fait. On doit pouvoir accéder seulement au résultat. L'autre jour, en France, on a eu des plans d'une prison qui se sont baladés sur Internet. Donc, le ministère de la Justice n'a pas envie que les prisonniers puissent facilement déterminer leur plan d'évasion. Donc, voilà, cette donnée doit être sécurisée. So three key elements in this whole to ensure permanency and legacy of data and the accessibility. So it's traceability. So he drew parallel with the mad cow disease that happened in France. So now each cow has a barcode, and you can find that barcode on the steak or the piece of meat that comes from that cow. So high traceability. The other one is conservation of that information. So he drew parallels with the fact that the film that was created by the Frères Lumière, the first films are still readable today because they're on a format and a support that actually is still readable. Whereas if you look at Betamax, you'd have a tough time today to actually go back and look at Betamax videos. The last one is, of course, security, data security. And he mentioned that the other day there was a scandal or an issue where prison plans found their way on internet, which is not a ideal thing. Il y a eu sur la sécurité, il y a eu un rapport que vous pourrez aussi télécharger sur le site du plan bâtiment durable. Ça s'appelle le rapport Piquant, où d'un point de vue juridique, quelles étaient les choses qu'il fallait prendre en compte dans la notion d'utilisation de la maquette numérique, quelles pouvaient être les écueils d'un point de vue juridique, propriété des biens, propriété intellectuelle. Donc, il y a tout un groupe de travail qui a travaillé sur ce sujet. So Pierre mentions the rapport Piquant, which was around data safety, and it's available online. So they've looked at these 12 elements that's related to intellectual property, legal aspects, and so forth in the use of BIM and so forth. Donc, là, je montre une carte du monde. Je m'excuse, il faudra me donner les informations. Je vais pas, parce que je l'ai repris de quelque part, les informations sur le Canada. Mais tout ça pour montrer que dans les pays, beaucoup de pays, on est parti sur la mise en place du BIM, mais que l'on a mis soit des dates où on a mis des notions de surface ou des natures de maître d'ouvrage. La France, elle a dit, c'est donner envie, accompagner, sans se fixer de limites ou d'objectifs, parce que la raison est simple. Comme c'est le BIM pour tous, si vous mettez l'obligation du BIM pour une certaine typologie de bâtiment, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont évoluer dans un univers du BIM et d'autres qui ne vont pas évoluer. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui auront de l'avance et d'autres qui auront du retard. Et la France ne veut pas de ça. Donc, on a décidé peut-être d'aller moins vite, mais que tout le monde puisse s'approprier les outils. So the map here shows the different countries that have mandated BIM and that has sets either specific dates or specific scopes of work for which BIM is mandated. The approach that France is taking is BIM for all, and it's just to raise awareness, ensure people want to use BIM,
and to accompany the industry in its transition to BIM. So not setting hard deadlines or setting BIM for specific scopes and specific buildings, because what Pierre mentions is that the French are afraid that basically you'd be leaving people behind if you were to impose certain limitations or certain mandates on specific areas. So a very interesting approach, and one that we should be looking at also here. Alors, euh, d'un point de vue réglementation, il y a la directive européenne de 2015. Une fois qu'il y a une directive, chaque pays de la communauté a 2 ans pour pouvoir l'appliquer. Dans cette directive, on parlait de l'utilisation du BIM, des outils qui permettaient de pouvoir assurer une transmission différente des documents. La France 2017, il n'y aura pas d'obligation. On s'appuie sur la petite phrase qui est juste en bas, qui dit que on peut appliquer, mais à une condition, c'est que les outils soient devenus communément disponibles. Les outils sont pas communément disponibles. Pour l'application du BIM pour tous, il y a des outils qui n'existent pas. Donc, vous pouvez pas imposer à des gens si vous n'avez pas mis en place des outils qui permettent de répondre à la demande. Donc c'est là-dessus que la France s'appuie pour dire, eh bien oui, 2017 c'est très bien, mais les gens qui voudront y aller devront mettre en place la technologie et les outils qui permettent aux acteurs et qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau des acteurs, que le BIM ne soit pas un outil de discrimination pour dire toi tu peux faire et toi tu peux pas faire. Donc voilà. Par contre, on a certains acteurs, notamment des gens qui ont des choses à vendre, qui ont porté un message en disant 2017 c'est obligatoire, il faut vous occuper. Il y a des gens qui ont acheté du matériel et aujourd'hui qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà. Donc on essaye plutôt nous d'avoir un discours rassurant. So the EU has declared that by 2016 BIM in Europe should be favored or almost mandated, obligatory. France has taken a step back, says yes, by 2017 we are looking at mandating it, but it will be a soft mandate. So it is possible that the public bodies can mandate it, but if they are to mandate it, and this is interesting, they have to provide the tools and the infrastructure to support anybody that wants to bid on the project, to be capable of bidding on the project and delivering the project. So the fact is, if public bodies are going to mandate BIM, they have to provide the infrastructure and the support for anybody to use BIM and to participate in the project. So as Pierre said, BIM is not to be used as a tool to discriminate and block access to projects, rather be an inclusive tool and allow people to participate, everybody to participate. So really the BIM for all mantra. Pour finir, je vais parler un peu de Medi Construct. Medi Construct, on existe depuis 1989. On est une association et on est vraiment dans une notion du BIM ensemble et de porter l'open BIM. On travaille en relation avec le plan de transition numérique dans le bâtiment. Et comme je dis, Medi Construct était là avant, il est là pendant, et on espère que Medi Construct sera présent après les 3 années d'application du plan de transition numérique dans le bâtiment. So a bit about Medi Construct. It was created in 1989 and has been a bSC chapter since 1996, since the creation of Building Smart as the IAI. Hopefully, as Pierre said, well, they'll be after Medi Construct will be there long after that the transition plan has been conducted and achieved. And again, they're promoting BIM for all.
Donc, à Medi Construct, on a plus de 200 membres dans notre association, des acteurs vraiment sur le cycle de vie d'une construction. On est organisé avec un conseil d'administration et après on a des collèges. Dans ces collèges, on a vraiment tous les acteurs de la filière. Et en parallèle de cette partie conseil d'administration, on est vraiment sur la notion de politique. Hein, et à côté, ben, il y a quand même aussi des problématiques de technique. Donc, on a un conseil scientifique et technique où là, on travaille plus par problématique. Et une problématique, ben, va faire en sorte que des acteurs qui se positionnent différemment sur le site de vie d'un bâtiment vont pouvoir travailler et œuvrer ensemble pour pouvoir résoudre une pratique. Alors, au niveau des collèges, on a 6 collèges. On a un collège dans lequel on retrouve toutes les organisations professionnelles. Un autre où c'est plutôt le monde associatif, des acteurs comme le Cobati ou des associations au niveau des assurances. Après, on a la filière construction dans laquelle on a un collège maîtrise d'œuvre, un collège constructeur et un collège industriel. Ensuite, on a un collège sur les maîtres d'ouvrage et toute la partie maintenance, exploitation. Et là, c'est là qu'on voit où c'est très compliqué parce que les gens de l'exploitation des immeubles ont parfois des modes opératoires complètement différents. Et puis, au départ, Medi Construct était très porté par les éditeurs de logiciels. Bon, et ça portait un peu ombrage parce que, en fin de compte, c'est eux qui ont tout à gagner dans la mise en place de cette technologie. Et donc, on a voulu mettre les acteurs en avant, mais on ne peut pas ne pas se couper d'eux. Donc, on a un collège, ce qu'on appelle les offreurs de solutions informatiques. D'un côté, on a les gens qui fabriquent de logiciels. Alors, on a les grands acteurs qui fabriquent des logiciels pour l'ensemble des acteurs de la planète. Et puis après, on a des éditeurs de logiciels plus petits qui font des outils métiers qui sont propres aux métiers tels qu'ils sont réalisés sur notre territoire. Et puis après, on a les gens qui fabriquent des objets, qui fabriquent du contenu pour mettre dans la maquette. Et on se pose la question aujourd'hui de ne pas aller vers un troisième sous-collège. Si on veut œuvrer dans le domaine collaboratif, eh bien, il va falloir avoir les plateformes, les supports pour que les gens puissent travailler d'une façon collaborative. Et puis le dernier collège, eh bien, c'est la formation et le R&D. Où là, eh bien, on retrouve des gens comme le CSTB ou les gens du CIRIB qui sont sur le béton, et puis les écoles d'architectes, les écoles d'ingénieurs, les centres de formation qui sont contents de se retrouver ici, l'éducation nationale, pour aborder le sujet du BIM. So this is a structure of Media Construct, so a CA, a board, and that's where the strategic decision making happens. There is a parallel organization, which is the scientific and technical group or advisory board, and they also deliver the projects. So where the subgroups looking at specific problems and delivering on specific elements for Media Construct. They have 6 how to say committees, looking at one committee around that all has the professional associations, the designers, construction, the owners. They have the R&D and training, so all the colleges and schools and departments of universities and colleges, and they have, of course, Pierre was saying that Media Construct was heavily supported by vendors, software vendors. So they do have a committee that's dedicated to the software solutions and the infrastructure. And so looking at collaborative platforms, looking at different software solutions. And so there's still an involvement of the software vendors in Media Construct. Ben, nous aussi, on a notre site internet sur lequel vous pouvez aller pour chercher de l'information, voir qui est membre de Medi Construct. Il y a aussi un blog, il y en a une newsletter. Demain, on a notre BIMSD, donc on est très content que la voix du Canada arrivera jusqu'aux oreilles de tous ces Français pour leur montrer que le BIM, on y réfléchit au niveau de la planète.
So this is Medi Construct's website, has a blog, newsletters, and so forth. Tomorrow they're holding BIM's Day in France, of which our own Susan Keenlyside is presenting on BIM in Canada. So again, a venue to support and raise awareness for BIM. Merci. Well, thank you. Merci beaucoup, Pierre. So I will go back. I understand also we're 15 minutes over time. If there are any questions, maybe I do have two questions here, and we can we'll take those. And if there are any questions, please feel free to either raise your hand or ask them. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main ou les poser dans le chat. Sinon, encore une fois, vous pouvez communiquer avec nous. Please feel free to communicate with us. I'm just going to transition back to the other slide. Just to let you know that our next meeting is July 27th. We'll be concluding our section on Open BIM. Le 27 juillet, nous conclurons notre section sur le Open BIM en profondeur. Donc, il y a deux questions que j'ai reçues, Pierre. Oui. Donc, une des questions est pour les projets de différentes envergure en France. Comment voyez-vous la transition entre la conception et la construction, puis comment est-ce que l'information liée aux documents de construction est basée sur la maquette est transférée au site? Donc, comment est-ce que l'information est filtrée vers le site de construction? Est-ce qu'il y a des outils spéciaux ou des approches spéciales qui ont été mis en place en France? Alors, aujourd'hui, la construction publique, elle est régie par une loi qui s'appelle la loi MOP. Bon. Donc, on a déjà essayé de voir par rapport à la maquette comment est-ce qu'on pouvait répondre aux exigences de la loi MOP. Bon. C'est-à-dire qui demande des choses précises à pouvoir consulter. Ça, c'est la mesure intermédiaire. Après, on est en train de réfléchir à comment cette information, on va la consulter, la transférer, sachant qu'il y a un moment qui est très important, c'est le moment où on passe de la phase de conception à la phase de réalisation. Alors certains se disent, est-ce qu'il y a une maquette conception, une maquette réalisation et une maquette maintenance? Tout ça pose la question de cette maquette où elle se trouve. Donc, on a lancé une consultation de savoir quelles étaient les caractéristiques minimum d'une plateforme collaborative pour pouvoir échanger, amender une maquette sur le cycle de vie de la construction. Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, mais qui sont parfois des systèmes fermés. Et comme on veut évoluer vers un Open BIM, eh bien, il faut qu'on puisse aussi avoir une plateforme ouverte, sachant que on a des maîtres d'ouvrage qui sont des maîtres d'ouvrage institutionnels, qui ont l'habitude d'utiliser des technologies lourdes. Et puis après, on va avoir des maîtres d'ouvrage occasionnels. Vous avez par exemple une petite commune qui va construire une école, elle va pas en construire une 50 écoles. Donc, ça veut dire qu'il va bien falloir l'accompagner et lui mettre à disposition des outils qui vont lui permettre aussi d'évoluer dans cette technologie du BIM. So the question was, and I'll read it textually, it was an English question. For projects of all sizes in France using BIM, how is the construction information being made accessible to everyone who requires it, including site superintendents and subtrades? Is it different for large versus small projects? So Pierre's answer was that right now there is a law, but he said a MOP law. I'm going to have to research what that means, but basically they're in development, looking at a platform that will support open BIM across a project's lifecycle, because the proprietary formats right now and the proprietary software pieces are very heavily geared towards one piece of the lifecycle and are not inclusive, and they're closed. So there's actually a tender out right now for consultation
on how to develop this platform that not only supports open BIM, so accessible neutral data, but also across the life cycle. The other question, l'autre question, was a question that came at the very beginning around the BIM accreditation requirements to be done collaboratively with CAN-BIM to complement the program they have in place. So we talked about the working group 5 in the education stream that looked at developing the certification standards. The answer is that yes, we're working with CAN-BIM. The education groups are working together, so we won't be doubling efforts. It'll be a joint effort. La question était, est-ce que le groupe de travail qui va se pencher sur la certification individuelle de Building Smart du groupe d'éducation va travailler avec CAN-BIM, avec leur programme qui est déjà en place? La réponse est oui. On travaille de pair avec CAN-BIM en ce moment là, dans l'éducation. Donc, je pense que ça, c'est du positif. Susan, those are all the questions I have, and I understand that we're over time. So I'll let you take it away and end the session. Ben, premièrement, je veux remercier Pierre Mit pour la bonne présentation aujourd'hui. Beaucoup d'informations très utiles. On va peut-être tweeter quelques pauses, quelques extraits, surtout laquelle que j'ai bien aimé sur le fromage. So a special thanks to Pierre Mit for presenting to us today. He presented a lot of really useful information that we will try to continue to mine for here, as well as possibly tweeting out a few items, particularly like the cheese example. Puis deuxièmement, un gros merci à notre Eric Poirier, notre vedette bilingue. Merci beaucoup. Ça peut pas être possible sans ton aide. So a very extra special thank you to Eric Poirier, our bilingual star, who does an excellent job bridging the gap between the two languages. And that concludes our session for today. The recording will be available. We have the PowerPoint deck, and as I mentioned, we will mine out some of that through social media. So thank you to all and have an excellent day. Merci à tous. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, j'étais trop bavard. Non, c'est parfait. Non, c'était super. Good night. Les merci.